Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le framework FastAPI dont vous pouvez voir la page officielle du site ici à l'écran. Je vous reparlerai de la documentation ultérieurement. Dans un premier temps, je vais vous expliquer ce qu'est FastAPI et quelles sont ses principales caractéristiques. Nous verrons ensuite comment installer FastAPI. Enfin, nous coderons notre première API en quelques lignes de code. Dans quelques minutes, vous serez capable d'expliquer ce qu'est FastAPI et ses principales caractéristiques, d'installer le framework et de coder vos premières API. Alors, qu'est-ce que FastAPI? FastAPI est un framework web moderne et rapide qui permet de développer des API avec Python en version 3.6 et supérieure. À titre comparatif, on peut le ranger dans la même catégorie que Flask et Django. En effet, tous ces frameworks permettent de faire du développement web avec Python. La particularité de FastAPI, c'est qu'il est relativement récent. Il a environ 2 ans, et donc il bénéficie de toute la modernité possible. FastAPI est basé sur les Python Type-ins. Si vous ne savez pas ce que sont les Type-ins, vous pouvez consulter ma vidéo qui s'intitule Python Type Checking. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors, ses principales caractéristiques. Donc vous pouvez lire la documentation ici, je vais vous traduire un peu ses principales caractéristiques. Donc il est très performant. Comme l'ont montré les tests, il y a eu des benchmarks effectués, et c'est des benchmarks indépendants, faut le signaler, et il est aussi performant que Node.js et Go, et devant des frameworks comme Django et Flask, par exemple. Donc notamment ça c'est grâce à Starlet, c'est un micro framework qui l'embarque et qui fait de l'asynchrone. Donc grâce à ça il est très performant. Il est rapide à coder, donc ils estiment qu'une augmentation de la vitesse de développement de 200 à 300%, donc c'est basé sur des tests réalisés par une équipe interne qui a construit des applications de production, et ils ont déterminé une augmentation de 200 à 300%. De la même façon, ils ont déterminé que ils avaient réduit les erreurs humaines par 40%. Ensuite, c'est un framework intuitif, avec un excellent support des éditeurs de code, donc de la complétion partout, et moins de temps de debugging. Il est également facile, donc il est conçu pour être facile à utiliser et à apprendre, donc moins de temps à lire la doc. Il est court et bref, la duplication de code est minimisée, avec plusieurs fonctionnalités pour chaque déclaration de paramètres, donc moins de bugs. C'est un framework robuste, prêt à la production, qui inclut une documentation automatique et interactive. Donc ça c'est vraiment un plus, la documentation est générée de manière automatique grâce à OpenAPI, et il y a d'autres générateurs également comme Redoc. Et puis cette documentation est testable directement, donc c'est un vrai plus. Et enfin, ce framework est basé sur des standards tels que OpenAPI, connu précédemment sous le nom de Swagger, ainsi que sur les schémas JSON. Après avoir découvert les caractéristiques principales de FastAPI, nous allons voir comment l'installer. Alors, les prérequis. Je vais considérer ici que vous n'êtes pas complètement débutant et que vous connaissez les bases de Python. Donc FastAPI requiert Python en version 3.6. Donc si vous avez une version antérieure à la 3.6, il faudra faire la mise à jour de Python. Bien entendu, vous devez disposer d'un éditeur de code tel que Visual Studio Code ou PyCharm. J'utiliserai Visual Studio Code dans cette vidéo et le terminal intégré de Visual Studio sous Windows 10, mais libre à vous d'utiliser le terminal, l'OS et l'éditeur de votre choix. J'imagine que si vous êtes sous Linux ou Mac, vous connaissez les commandes propres à ces environnements. Pour information, vous pouvez trouver la documentation à l'adresse suivante, fastapi.djangolo.com. C'est ce qui est affiché actuellement à l'écran. Donc je vous recommande vivement de la consulter, elle est tout à fait remarquable, avec un tas d'exemples, un tutoriel, un guide avancé. Par contre, elle est en anglais et il n'y a pas encore de traduction française. Même si effectivement dans la liste ici on voit que le français apparaît dans la liste, ça n'est pas traduit, c'est toujours en anglais. Donc j'espère que vous lisez l'anglais. Donc pour moi la documentation de FastAPI est
vraiment un des points forts de ce framework. Et si toutes les documentations, sincèrement, pouvaient être aussi bien faites, la vie de développeur serait plus belle. Donc, nous allons nous rendre dans notre éditeur, Visual Studio ici en l'occurrence, que j'ai ouvert sur un dossier que j'ai appelé FastAPI, mais vous pouvez nommer votre dossier de racine comme vous voulez. On va ouvrir l'éditeur de code dans Visual Studio. Donc, on va commencer par installer un environnement virtuel. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, en fait, ça permet d'isoler les dépendances spécifiques à un projet, d'avoir une version particulière de Python. Donc, c'est une pratique tout à fait recommandée pour vos développements. Donc, on va utiliser ici venv, qui est le gestionnaire d'environnement virtuel de Python intégré. Vous pouvez utiliser, il y en a d'autres, vous pouvez utiliser, si vous avez l'habitude, celui de votre choix. Moi, j'aime bien venv. Donc, on tape Python -m venv. Alors, personnellement, j'aime bien nommer mon dossier d'environnement virtuel .venv. Ça permet tout simplement à ce qu'il soit tout en haut de mes dossiers et ainsi de créer une espèce de séparation artificielle avec mes dossiers qui vont être propres à mon projet. Voilà, tout simplement, mais vous pouvez le nommer comme vous voulez. Donc ici, on fait entrer. Donc il va me créer le dossier venv et me copier pour l'instant Python. Dans sa version courante, moi je suis en 3.9 actuellement. Donc après l'avoir créé, on va tout simplement l'activer. Alors pour l'activer, il faut lancer dans le dossier .venv, il y a un dossier script, et dans le script, il y a un fichier qui s'appelle activate. Donc le .bat si vous êtes sous Windows, si vous êtes sous PowerShell, vous pouvez lancer le PS1, et sous Linux, tout simplement l'activate, en faisant précéder le chemin de source sous Linux. Donc ici, tout simplement, on va l'activer en tapant .venv script et c'est activate.bat. On fait entrer, et maintenant l'environnement virtuel est activé. On le voit ici, on a le .venv d'affiché. On va nettoyer la console avec CLS, et on va pouvoir installer FastAPI. Alors, pour installer FastAPI, la documentation nous dit qu'il faut installer FastAPI et le serveur. Le serveur, ça va vous permettre d'exécuter votre application, que ce soit donc en développement ou en production. Le serveur c'est un serveur Uvicorn qui est très performant, qui est asynchrone et qui est prêt pour la production. Vous pouvez alternativement utiliser quelque chose comme Hypercorn, mais bon, Uvicorn en standard, ça va très très bien. Donc on va taper ici pip install FastAPI. C'est relativement rapide, donc ici j'ai un petit message qui me dit que ma version pip n'est pas la dernière. Donc si vous voulez mettre à jour, vous pouvez taper cette commande lorsque ça vous arrive. Allez, on va le faire. On tape python-m pip install upgrade pip, et avec une petite erreur de typo. Donc on va mettre à jour pip, hop, et c'était pas absolument nécessaire, c'était pas grave, on aurait pu laisser, mais bon, ça sera fait. Et on va installer le serveur, donc avec pip install, et c'est Uvicorn. On va choisir comme dans la doc, l'option standard. Donc il installe toutes les dépendances nécessaires à Uvicorn, et donc en fonction de votre vitesse internet, c'est relativement rapide. Donc on a maintenant installé FastAPI et le serveur, et on est prêt à coder. Dans cette partie, nous passons aux choses sérieuses et commençons à coder.
Je vous montrerai dans un premier temps un exemple simple où nous verrons comment créer notre première API en seulement 5 lignes de code. Nous verrons ensuite un exemple un peu plus complet où nous étudierons les différents types de paramètres que l'on peut passer à FastAPI. C'est parti. Commençons par créer un fichier Python qu'on appelle main.py tout simplement. Alors la première chose à faire, c'est d'importer les dépendances. Donc from FastAPI, import FastAPI. On va ensuite créer un objet FastAPI, parce qu'effectivement FastAPI ici c'est une classe. Donc on crée un objet FastAPI. Donc ici on peut l'appeler comme on veut. Je l'appelle app, mais il n'y a pas d'obligation. On est libre de nommer notre objet FastAPI comme nous le voulons. Ensuite, nous allons tout simplement créer une fonction. Je vais l'appeler index. Et cette fonction, elle va juste retourner, pour l'exemple, on va retourner un dictionnaire avec une clé en message et un petit message d'accueil. Welcome to FastAPI, par exemple. Et toute la magie de FastAPI, c'est qu'on va transformer cette fonction en chemin, en fait, en route, en endpoint, grâce à un décorateur. Donc, on va utiliser app.get et on va juste préciser le chemin. Ici, je veux que ce soit la racine, par exemple. C'est pour ça que je l'ai appelé index. On pourrait l'appeler comme on veut, route, la méthode, la fonction ici, c'est pareil, on peut l'appeler comme on veut. Toute la magie va se faire ici. On va appeler la méthode get de l'objet app. Donc si vous êtes un peu curieux, vous pouvez aller voir dans FastAPI, il y a plein de méthodes, c'est toutes les méthodes relatives aux spécifications REST, donc on retrouve les méthodes post, les méthodes delete, put, et les plus exotiques comme trace, option et add, je me souviens plus, oui les exotiques il m'en manque une, je sais plus laquelle c'est. Donc si on rejette un œil dans FastAPI, on voit que c'est une classe tout à fait énorme qui hérite de Starlet. Je vous en avais parlé en introduction, c'est un mini framework asynchrone sur lequel se repose FastAPI. Et bon, on peut voir toute la classe et toutes les méthodes ici, si je regarde un peu, les méthodes. Ici, voilà, on voit toutes les méthodes, get, put, post, delete, add, patch, trace. Voilà, trace, c'est celle qui me manquait, me semble-t-il. Donc c'est vraiment, on retrouve les méthodes si vous êtes habitué à utiliser des API REST, vous n'êtes pas perdu, on retrouve ici nos petits. Et on va tout simplement donc utiliser ce décorateur pour utiliser ces chemins. Donc si on veut tester ici notre code, on va lancer le serveur uvicorn, donc qu'on a installé précédemment. On fait uvicorn. Alors c'est le nom du module, c'est le nom du fichier ici, main, et app, app c'est le nom de l'objet qu'on a créé, le nom de l'objet FastAPI. On peut lui passer un paramètre, par exemple reload, pour recharger le serveur à chaque modification d'un de nos fichiers, sans qu'on ait besoin de l'arrêter et de le redémarrer. Et si on fait entrer, il va nous lancer le serveur. Donc il y a des petits caractères ANSI qui s'affichent mal, ça ils ont voulu mettre de la couleur, je pense, et ils ont utilisé Colorama sans forcément quelque part, alors ça doit peut-être être Click, je crois qu'ils ont dû utiliser Click pour la console et probablement oublier d'appeler init quelque part, c'est une supposition. Je vais lancer mon navigateur pour tester notre API, et donc si je tape ici localhost sur le port 8000 par défaut, eh bien on a bien notre résultat, notre message qui s'affiche. Ça fonctionne, on a créé une API en 5 lignes de code.
Créons un second exemple. Imaginons que nous désirions récupérer une liste d'items. On va recopier la fonction au-dessus. On va l'appeler donc items. Ça sera le chemin. La fonction, on va l'appeler getItems, readItems, comme vous voulez, getItems. Et on va retourner ici une liste d'items. Pour aller plus vite, je fais un coller. Voilà, tout simplement. Là, on a créé une seconde fonction, un second chemin, qui va répondre, qui va nous renvoyer ce résultat. Alors, juste avant de l'exécuter, je voulais vous montrer une seconde façon de lancer UVcorn, le serveur. Donc, la première fois, on l'avait lancé directement dans la ligne de commande. Donc ici, il tourne toujours. Pour l'arrêter dans le terminal, on va faire CTRL-C pour envoyer une séquence d'interruption. Et là, on a arrêté le serveur. On va donc, si on peut le lancer directement à partir de notre source, de notre code. Pour cela, on va devoir importer tout simplement le module UVcorn. Et ensuite, tout simplement, on va pouvoir exécuter notre script, par exemple. Ici, hop, on va faire uvcorn.run. Alors, en fait, si on fait juste app, il faut lui passer simplement l'objet FastAPI. Et là, ça suffit par défaut, il va lancer le serveur sur l'adresse IP locale et sur le port 8000 par défaut. Je vous mets, si vous avez besoin, par exemple, de les modifier pour une raison ou une autre, c'est host pour indiquer l'hôte et port pour indiquer le port, tout simplement. Et je vais en profiter juste pour corriger la petite erreur d'affichage en ajoutant Colorama. Alors on va plutôt importer from Colorama. Il faut juste exécuter init, la fonction init sous Windows. Ne pas oublier de l'importer, voilà, import init, et normalement ça devrait fonctionner. Donc si j'exécute maintenant, donc tout à l'heure on avait lancé UVcorn en tapant UVcorn main app reload, et là on va en fait tout simplement exécuter notre script, comme si c'était un script Python normal. Et donc tout simplement tapons Python main. UVcorn se lance et nous constatons que le problème de caractère est résolu grâce à l'appel de la fonction init du module Colorama. C'était la petite astuce du jour. Si vous utilisez Colorama, n'oubliez pas d'appeler la méthode init, notamment sous Windows. C'est uniquement nécessaire sous Windows, hein. Mais si vous voulez avoir un code portable sur toutes les plateformes, vous pouvez l'appeler. Sous Linux ou Mac OS, l'appel de la méthode init n'a aucune incidence. Voilà, ce détail indépendant de FastAPI étant réglé, contrôlons que notre API pour récupérer les items fonctionne. Donc je vais lancer mon navigateur. Donc le message d'accueil s'affiche toujours avec le chemin à la racine, et si on requête les items, on a bien notre liste d'items qui s'affiche dans le navigateur au format JSON. Ça marche parfaitement. Avant de conclure, je vais vous montrer comment accéder à la documentation générée automatiquement, dont je vous avais parlé en introduction. Alors, pour cela, il suffit tout simplement de se rendre à l'adresse doc, au pluriel docs. On fait entrer, et en fait, FastAPI va nous générer automatiquement la documentation. Donc on retrouve bien nos deux méthodes en get,
associés à nos deux fonctions, donc ici la fonction index et la fonction getItems. On voit bien les chemins, la racine est /items ici. Donc si on clique sur une des méthodes, par exemple, on retrouve ces différentes caractéristiques, ces éventuels paramètres, sa réponse avec son code de réponse et sa description. Donc là c'est relativement succinct parce qu'on n'a pas beaucoup de paramètres dans cette API, mais en plus on peut la tester en ligne, et si on clique sur Try it out ici, on peut l'exécuter directement en cliquant sur Execute, et effectivement il va nous renvoyer, il nous indique en plus les commandes curl à exécuter, la requête URL, ainsi que la réponse du serveur, donc avec encore une fois le code, la 200 en cas de succès, et le body qui nous est envoyé. Donc on retrouve bien notre liste d'items. Donc c'est vraiment un plus, on obtient des API documentées et testables sans travail supplémentaire, donc ce qui est vraiment un plus non négligeable. Nous avons vu dans cette vidéo ce qu'était FastAPI et ses principales caractéristiques, comment l'installer, comment créer nos premières API en méthode GET, et finalement comment accéder à la documentation générée automatiquement. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment passer des paramètres à nos API, notamment des paramètres de chemin, des paramètres de requête, ainsi que des paramètres de body, qui est le cas typique où l'on veut créer ou modifier des datas. À très bientôt.